vous êtes député de la Sarthe, ancien maire de La Ferté-Bernard. Là, vous avez pris conscience des difficultés du système de soins et vous êtes avocat de métier. Olivier Véran, on vous connaît un peu mieux, vous avez 38 ans. Député de l'Isère, rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et dans la vraie vie, vous êtes neurologue. Merci d'avoir accepté notre débat. On parlera donc bien évidemment des 5 grands chantiers de transformation du système de santé: financement et régulation, qualité et pertinence, organisation territoriale, virage numérique et enfin ressources humaines. Et aussi de l'industrie pharmaceutique, avec la réunion du CSIS au début juillet prochainement, qui va, paraît-il, aussi changer de paradigme. Et puis enfin du reste à charge, nommé maintenant 100% Sécu. Vous le comprendrez, on attend beaucoup de vous, donc surtout pas de langue de bois, car les Français, comme nous le révèle notre sondage BVA que nous détaillera Odile Pexoto ici présente, les Français sont inquiets. Un quart ne s'estime pas bien pris en charge, surtout les ouvriers et les non-diplômés, et 2 tiers estiment que le système de santé s'est dégradé au cours des dernières années. Donc vraiment, soyons concrets, comment changer en profondeur, pour le long terme, le système de santé. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, Intermutuelle Assistance, MSD et Point Vision. Vous pourrez, je l'ai dit, poser vos questions sur Twitter avec le hashtag #contrepoint-santé ou les transmettre directement à Renaud Doga avec un petit papier. Il y en a qui préfèrent encore. Merci aussi aux journalistes présents. Pascal, première question. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, bonjour à vous deux. Est-ce que vous partagez ce que Philippe Leduc nous évoque ce matin, c'est-à-dire un certain malaise? D'un côté, on a probablement effectivement une situation qui apparaît instable, d'un côté beaucoup de rapports, dont celui du HCAM très dernièrement, des annonces de réforme, des chantiers de la ministre Madame Buzyn, l'annonce d'une réforme attendue, en tout cas d'un discours attendu du président de la République qui ne vient pas, mais qui... Vous nous donnerez les dernières informations, peut-être vous d'ailleurs, Olivier Véran. Au cours de l'été, on a le temps là. Au cours de l'été. Une situation économique qui globalement s'améliore sur la santé en général. En revanche, des déficits hospitaliers très lourds, des mécontentements qui s'expriment et puis quand même des dysfonctionnements généraux et locaux. Alors, partagez-vous ce malaise. Est-ce que vous avez l'impression, ou en tout cas le sentiment, que le pouvoir politique aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre, ont du mal à s'engager dans ce chantier des réformes de la santé? Olivier Véran, pour commencer. Alors, il y a 15 questions en une. D'abord, oui. je ne suis pas le Paul Le Poulpe de la santé, donc je ne sais pas à quel moment la fumée sortira blanche concernant le plan de transformation de la santé. Je suis aussi impatient que vous. En juillet ? J'étais à Montpellier avec le président de la République il y a 15 jours lorsqu'il a fait déjà des annonces importantes. On a presque tendance à oublier que la principale promesse de campagne, et ceux qui me connaissent savent que c'était aussi un dada à titre personnel, est déjà remplie dès la première année du mandat, c'est-à-dire la suppression du reste à charge sur l'ensemble des systèmes prothétiques, auditifs, dentaires et optiques. Ce qui est formidable dans notre système de santé, c'est qu'on est capable de bouger un truc qui représentait quand même 4,5 milliards de reste à charge pour les Français, qui représentait 90% des plaintes des Français en termes de renoncement aux soins pour raisons financières. Le truc est effacé quasiment d'un trait de plume grâce à la participation de l'ensemble des partenaires qui ont accepté de jouer le jeu de la négo. On va en parler, Olivier Véran. Mais est-ce que vous pensez quand on parle de transformation de santé, l'accès aux soins, l'accessibilité aux soins, depuis ça fait bientôt 10 ans que je fais et qu'on se connaît, je connais la plupart des gens ici, de la politique de santé, l'accessibilité financière aux soins, c'est quand même un noyau extrêmement dur. Pour rebondir sur le constat que vous faites d'une perte de confiance ou du sentiment partagé par un certain nombre de Français que notre système de santé serait moins performant ou protecteur, je citerai Robert Castel, un sociologue qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Il avait théorisé ce qu'on appelait l'insécurité sociale. Et en fait, c'est le sentiment partagé par des Français que le système de sécurité sociale n'est pas aussi protecteur que ce qu'il a pu être ou que ce qu'il devrait être. Et il est beaucoup porté par des discours politiques au cours des années 90 et du début des années 2000, quand on disait que le système de retraite par répartition était à bout de souffle, quand on disait avec un système de déremboursement, lorsqu'on disait et qu'on continue de dire que l'hôpital est soumis à des contraintes. Et en fait, cet ensemble de discours volontiers relayés aussi par les politiques, je prends ma responsabilité, sur un système qui serait à bout de souffle et qu'il faudrait constamment réformer, est un système qui en lui-même est assez anxiogène pour une partie de la population. Je dis ça parce que quand on regarde les enquêtes de l'adresse, par exemple, qui sont faites auprès des citoyens et qui leur posent la question, est-ce que vous estimez que vous-même vous rencontrez des difficultés d'accessibilité aux soins, on a un pourcentage généralement faible.
sauf sur les questions financières pour les prothèses. Et quand on pose la question, est-ce que vous considérez que les Français en général rencontrent des difficultés pour accéder aux soins, les chiffres explosent. Il y a le sentiment, mais il y a Olivier Véran, il y a quand même la réalité. On a un bon système. Il peut être amélioré, mais on a un bon système. Non, mais il y a quand même la réalité, et le pouvoir politique a promis des réformes de transformation importantes. Bien sûr. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi vous n'y arrivez pas jusqu'à présent? C'était juste un tout petit... Non, vous avez raison, mais moi, je n'ai pas tout à fait dit ça, Philippe. Moi, j'ai demandé à Olivier Véran, et je pose la même question à Jean-Carl Grelier, est-ce que le gouvernement va sauter dans le train des réformes, mais hésite beaucoup? En réalité, on avait un peu connu ça avec la ministre précédente, Marisol Touraine. Vous vous souvenez de cette période, non, vous, Olivier Véran? Alors, on a eu l'impression que ça ne venait... C'était en quelle année, ça? Pascal Morel. Moi, ma question n'était pas un jugement je vous réponds pour sur la question. Pour nous mettre en appétit. Je vous réponds sur la question. Surtout de les annoncer. Je vous réponds sur la question. On a un objectif qui a été affiché pendant la campagne, qui est de réduire la dépense publique. Et là-dessus, mon collègue dira qu'on ne veut pas la réduire suffisamment et qu'il faudrait la réduire plus. Moi, je dis on va la réduire déjà pas mal. On va lui laisser le... Donc on a un objectif de réduction de la dépense publique qui concerne donc aussi l'ensemble de la branche de sécurité sociale. On a un objectif budgétaire qui a été fixé, quasiment ancré dans le marbre, puisque c'est l'objectif que la France a envoyé à l'Europe, qui postule un ONDAM qui augmentera de 2,3% par an pendant 5 ans, ce qui est une augmentation plus importante que la moyenne de l'augmentation des dernières années au sens large. Ça, je l'ai dit. Et bien sûr, et c'est fixé, ce qui donne de la visibilité et de la lisibilité aux acteurs, ce que nous n'avions pas auparavant, et c'était un engagement. Donc à nouveau, j'insiste sur des points qui peuvent être importants. Ça fait quasiment 5 milliards d'euros par an en plus d'une année sur l'autre par rapport à l'année précédente pour les dépenses de santé. Maintenant, est-ce qu'il faut transformer notre système? Évidemment. Pourquoi? On fait le constat... Non, mais on sait pourquoi, mais en vrai, comment pourquoi ça traîne? Pourquoi c'est pas annoncé? Pourquoi circuler? Mais pourquoi? Vous voulez qu'on annonce quelque chose comme ça à l'emporte-pièce? Il y a eu des groupes de travail qui se sont réunis sous l'égide de la ministre de la Santé pendant près de 6 mois, qui ont vachement bien bossé, qui se sont réunis. Donc vous pensez que ça va arriver? Vous avez un rapport du HCAM dont l'encre est à peine sèche. Vous avez déjà eu un discours du Premier ministre, un pré-discours du Président de la République, plusieurs interventions de la ministre pour commencer à dessiner les grandes lignes. Et vous avez un plan qui est en train d'être peaufiné, qui sera présenté je ne sais par qui, je ne sais quand. Je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, je ne vous le dirai pas. Qu'est-ce que dit Dieu? J'ai pas entendu. Mais c'est un plan de transformation qui est important, donc on n'est pas à la date, à la semaine près. Vous savez que ça va arriver là au cours de l'été et qu'il y aura des mesures qui seront importantes. De toute façon, vous avez un PLFSS qui se prépare pour être connu septembre-octobre, qui sera aussi porteur de transformation en termes de financement. Mais on va bouger la question de la gouvernance, on va bouger la question du sens. Vous savez, Olivier Véran, je termine simplement. Olivier Véran, la question en fait a été sans doute mal posée. Est-ce que le gouvernement, qui est très réformateur, le président de la République, visiblement personne ne le nie, mais est-ce que le gouvernement hésite sur le secteur de la santé, ou en d'autres termes, est-ce que le secteur de la santé et de l'hôpital ne serait pas prioritaire? C'était seulement ma question. Est-ce que l'hôpital n'est pas prioritaire? Oui, enfin, globalement. Je veux dire, il y a deux secteurs. Il y a deux secteurs qui sont apparus comme prioritaires. Moi, ça ne m'a pas surpris, et ce dès le début de mandat. C'était la question du vieillissement avec les EHPAD. Et ça a été la question de l'hôpital, immédiatement. Et quand on parle d'hôpital, ça paraît comme une évidence. Ça paraît comme une évidence. La question, c'est est-ce qu'il faut une grande loi pour réformer, une xème grande loi comme on a eu HPST, comme on a eu la loi de santé, etc. Ou est-ce qu'on peut réformer sans passer par une grande loi? Et votre sentiment, là, comme ça, Je ne sais pas, mais mon plaidoyer, c'est qu'il ne faut pas passer par une grande loi. C'est ce que dit la ministre. Je considère qu'il faut être capable de réformer par voie réglementaire. Il faut continuer sur une logique plutôt girondine que jacobine, à l'instar de ce qui a été fait dans le premier budget de la Sécu avec l'article 51. Dans une démocratie, donner plus d'autonomie, expérimenter, etc. Dans une démocratie, il n'est pas quand même anormal que les députés se prononcent sur de grandes lois. Mais nous en reparlons. Jean-Carl Grelier, pourquoi vous, alors pas sur le pourquoi, parce qu'on sait, mais le comment, pourquoi vous feriez mieux? Bonne question. Alors d'abord, moi je vais vous dire, je n'ai pas l'éminence de mon collègue Olivier Véran, j'ai pas conseillé Marisol Touraine et j'ai pas un parcours hospitalier à la base, et donc ça m'amène à beaucoup de modestie. Et moi je regarde pas la santé sous l'angle de la sociologie, mais sous l'angle du terrain. Je sors il y a à peine un an d'une campagne électorale où dans toutes les réunions publiques que j'ai pu faire, la santé arrivait comme le sujet numéro 1. Dans un département comme la Sarthe, on vous parle de santé avant de vous parler d'emploi ou de vous parler de sécurité. Pardon, mais le pourquoi on connaît. Comment? J'y viens si vous permettez. Non, mais je peux me permettre de dire quelques mots quand même en introduction. Simplement pour vous dire que je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure, dès son arrivée au pouvoir, de cet enjeu que représente pour nos concitoyens la santé.
et qu'il a fallu un peu de temps pour qu'à un moment donné, au milieu du flot de réformes qu'incontestablement le président de la République conduit depuis son élection, il a fallu un peu de temps pour que la santé arrive au premier niveau, au premier degré, et qu'il y ait une prise de conscience que peut-être il y avait là une urgence et une attente forte de nos concitoyens. Alors, on a vu à partir de ce moment-là se multiplier les rapports, les commissions, tous plus intéressants les uns que les autres. Et moi, je ne conteste pas du tout la qualité du travail qui est fait. Et on a vu commencer à se multiplier les annonces. Alors tout ça, effectivement, prend du temps. Aujourd'hui, on a un calendrier dont on ne sait rien, pas même Olivier Véran sait vous dire. Et donc, on ne sait pas très bien où l'on va et comment on va y aller. Et quelle est votre vision, vous, alors, moi, pour réformer ce système? Ma vision, elle est relativement simple. Globalement. C'est que d'abord, je rejoins là-dessus ce que disait Olivier à l'instant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mauvais système de santé. Je pense que la pire des choses, ce serait de vouloir faire une énième réforme qui laisserait un énième nom dans l'histoire et qui se traduirait par un énième échec. Il y a des choses à réformer en profondeur. Il y a un regard différent à porter sur l'organisation de notre système de santé, mais on ne peut pas faire une condamnation générale de ce qui se fait aujourd'hui. Par contre, il est urgent d'entendre les territoires qui disent leur inquiétude face à l'absence de médecins. Il est urgent d'entendre les territoires urbains comme ruraux nous dire leur inquiétude par rapport au devenir de l'hôpital. Il est urgent que l'on remette en priorité sur la table le grand âge, la dépendance, la situation dans les EHPAD. Quel est le levier? Quelle est votre vision? Pourquoi vous feriez mieux? Parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a des difficultés, qu'il y a des injonctions paradoxales, que les politiques publiques ne sont pas adaptées sur le nombre de médecins, sur les hôpitaux de proximité, etc. Qu'est-ce qui fait que vous, au pouvoir, vous changerez ça? Oui, absolument. Et est-ce que Jean-Carl Grelier, vous l'avez dit un tout petit peu en introduction, est-ce que vous êtes, dans votre parti politique, dans l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous êtes à peu près tous d'accord sur ces sujets? Est-ce que Ça, c'est une question méchante, Pascal. Non, c'est une question important. méchante. En réalité, c'est ce que voulait vous poser comme question, Philippe. On a dit pas de question méchante. Alors vraiment, c'est désagréable. Alors, vision. Restons sur la vision. Sur la vision de la santé, je pense qu'il y a une fois encore des choses relativement simples à faire. Il y a des outils, vous voyez, sur la démographie médicale par exemple, des outils qui existent, qui mériteraient à mes yeux d'être développés, déployés, encouragés. Je pense notamment aux CPTS. Les CPTS... Communauté professionnelle de territoire voilà. en santé. C'est-à-dire l'idée de mettre demain en réseau les professionnels de santé, mais aussi les établissements, sur un même territoire, les faire travailler ensemble en horizontalité, ce qui n'est jamais arrivé jusque-là. Faire comprendre aux médecins que peut-être, à un moment donné, le pharmacien n'est pas qu'un marchand de pilules, mais qu'il est aussi un professionnel de santé. Que l'opticien ou l'orthoptiste ne sont pas que des marchands de lunettes, ce sont aussi des professionnels de santé. Et reconstruire un système de santé sur la base de ces communautés, en allant peut-être un peu plus loin que les CPTS, avec des financements qui pourraient être, par exemple, des financements des collectivités locales. Je vais vous dire, je ne suis pas partisan, contrairement à ce que la ministre Agnès Buzyn a pu annoncer, de la multiplication par 2 des maisons pluridisciplinaires de santé. D'abord parce que c'est souvent un moyen de se dédouaner en disant à la population, vous voyez, je suis élu, j'ai fait mon boulot, j'ai fait des locaux et des mètres carrés, maintenant j'ai plus rien à faire sur la santé. Pourtant Valérie Pécresse, dont vous êtes proche, veut augmenter de 100 ces maisons de santé en Ile-de-France. Oui, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, sur tous les sujets. Vous avez bien noté, je vais vous dire, on va clore ce débat-là très rapidement. Il y a 102 députés dans le groupe Les Républicains aujourd'hui, c'est un peu comme les Dalmatiens, et il n'y en a pas un qui a le même nombre de tâches que l'autre, et il n'y en a pas un qui a forcément la même vision que l'autre. Alors, est-ce qu'ils sont tous aussi mignons que les 101? Évidemment, mais on est tous en quête d'une perdita qu'on n'a toujours pas retrouvée. Alors, on a demandé à BVA, justement, et Odile Peixoto va nous donner les résultats, de classer les priorités selon un certain nombre d'items, de classer les priorités pour les Français. Alors, Odile, elle est où Odile? Elle est là, ben voilà, j'ai cherché. Il faut allumer le son, c'est mieux que le son. Alors, très rapidement, c'est très intéressant parce que les Français, ils ont une vue assez claire du système de soins, ce qu'ils veulent. Priorité. Alors, tout d'abord, je vais rappeler quand même notre petit résultat sur le thermomètre de l'opinion sur la politique de santé. Donc, aujourd'hui, il y a 39% de Français qui sont satisfaits de la politique du gouvernement en matière de santé. C'est plus 7% par rapport au mois dernier. C'est pas mal. On a un résultat qui oscille selon les mois. Pour l'instant, on n'a pas tellement relié aux événements, mais entre 30 et 40%. Ce qui reste perfectible.
Et on peut le comprendre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, quand on demande aux Français est-ce que le système s'est dégradé, amélioré ou est resté stable au cours des 3 dernières années, on a 65%, les 2 tiers de la population qui dit ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé, mais effectivement, quand on leur demande, eux, s'ils estiment être bien pris en charge pour eux-mêmes ou pour leurs proches, là, vous avez 73% qui disent oui. Donc, il y a quand même la reconnaissance d'un système de qualité, mais néanmoins des difficultés. Donc, 25% qui disent non. Alors voilà, ça reste. C'est pour ça que ça les reste non-diplômés. perfectible et ça explique. Donc, les Français ont tout à fait conscience qu'il y a quand même un système de santé de qualité qui a des difficultés. Donc, il y a une menace et beaucoup d'anxiété par rapport à un sujet. C'est un des sujets effectivement de préoccupation majeure. C'est presque le sujet, le corps, quand la société devient anxiogène, le corps est le dernier rempart, vieillissement, etc. On ne va pas revenir. Donc sur les priorités qui ont été... On a listé un certain nombre de chantiers qui sont effectivement à l'œuvre aujourd'hui. Le développement des soins de santé de proximité, le reste à charge zéro des frais d'optique et des prothèses, la pertinence des soins, éviter les gaspillages, les redondances. Ça, c'est le tiercé gagnant. Hein. Donc les Français mettent en premier il y avait les soins de d'autres proximité. sujets. Il y avait la téléconsultation, le développement de la santé en ligne, la réduction du nombre d'hôpitaux publics et privés en regroupant par pôle d'expertise. Effectivement, vraiment écrasant tout à 77%, c'est le développement des soins de proximité pour éviter que les patients, pour désengorger les urgences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très appelé par les Français. Le reste à charge zéro, 54%. Et la pertinence des soins, les mesures pour éviter le gaspillage, 48%. Donc vraiment, on a là vraiment les attentes. Alors, on peut se dire, tiens, il place la digitalisation du parcours de soins vraiment loin derrière. Ce n'est pas une attente fondamentale, par contre, c'est un levier et un outil. Ce sont des outils et les Français sont tout à fait lucides, ont bien perçu tous ces aspects-là comme tels. Donc, c'est des facilitateurs. Les résultats sont très en cohérence avec une enquête qu'on a menée pour vous au mois de février dernier qui s'intéressait aux facteurs d'amélioration du système de santé. Premier résultat qui arrivait, c'était la réduction des inégalités sociales et territoriales. Donc ça, c'est ce qui ressort des 25%. Les 25%, c'est effectivement les gens qui s'estiment mal pris en charge. C'est plutôt des ouvriers, plutôt des CSP-, plutôt des professions intermédiaires. Donc il y a vraiment un problème d'inégalité de santé en France et il faut vraiment le traiter. Ils appelaient également de leur vœu une meilleure organisation des professionnels de santé. Et là, je pense qu'ils sont extrêmement lucides, à la fois sur les professionnels, mais aussi sur les hôpitaux, avec la gestion des plateaux techniques, etc. Et ensuite, arriver, comme aujourd'hui, la digitalisation, l'e-santé, etc. Donc en conclusion, on a un système qui est extrêmement reconnu par les Français, auquel ils sont très attachés. Ils ont la perception d'un système extrêmement fragilisé. Ils attendent effectivement des mesures pour conserver, parce qu'ils ont vraiment le sentiment que c'est en train de se dégrader. Il y a des attentes très fortes qui font plutôt écho à une demande de meilleure organisation des parcours, donc des enjeux managériaux, des enjeux culturels, des enjeux d'organisation. Et la digitalisation peut être un levier et est perçue comme tel par les... Merci Odile. On va décliner ces thèmes. On vous demandera si le président de la République est de gauche. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup les plus faibles qui se plaignent. Mais premier thème, Pascal, oui. le reste à charge zéro, oui, 100% santé. Oui, Philippe, oui. On ne parle plus, c'était dans l'ancien monde, on ne parle plus de RAC zéro. On parle de 100% santé. La ministre nous l'a rappelé, hein, Olivier Véran. Donc, est-ce que c'est... Olivier Véran notamment et Jean-Carl Grelier, est-ce que cette réforme 100% santé était la réforme, la grande réforme qu'il fallait faire? Quand on écoute effectivement les sondages des Français qui attendaient peut-être des questions d'organisation, en tout cas des soucis de ce point de vue. Alors, et puis, vous le savez, le diable est toujours dans les détails. Est-ce que on s'intéresse au dentaire, on s'intéresse à l'optique? Est-ce que demain, le 100% santé pourrait s'intéresser à la médecine et aux soins médicaux, et au dépassement d'honoraires, évidemment. Quid d'ailleurs des réseaux de santé eux-mêmes? Est-ce qu'il y aurait une disparition programmée des réseaux de santé? Et puis, transparence des contrats mutualistes, parce qu'on voit bien que le système est extrêmement fondé maintenant, sera fondé demain, sur le rôle des mutuelles. En tout cas, c'est comme ça que nous le comprenons. Alors est-ce que c'est vraiment Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? Déjà, je n'opposerai pas du tout le 100% santé, en tout cas l'amélioration de l'accessibilité aux soins financière, à l'amélioration de l'accessibilité géographique aux soins.
de façon générale, ce qu'on travaille, c'est l'amélioration. On travaille à l'amélioration de l'accès aux soins. Je l'ai dit ici et dans le mandat précédent, qu'en mon sens, la suppression du reste à charge sur ces soins était une nécessité absolue. Et c'est la première chose dont j'avais parlé à Emmanuel Macron lorsqu'il avait lancé sa campagne et qu'il m'avait proposé de l'accompagner pour le programme santé, en disant, à mon sens, c'est important. Il y a 3 millions de personnes qui font partie de ce qu'on appelle les oubliés de la République, pardon, je fais encore un peu de sociaux, mais c'est important quand même, et qui renonçaient aux soins, à des soins indispensables, qui sont obligés de monter le son de la télé pour entendre correctement, qui avaient des difficultés pour sourire, qui avaient des difficultés pour manger, etc. J'en parle déjà au passé, même si on sait qu'il y a du travail, mais ce qui a été annoncé est de ce point de vue-là très fort. Mais en parallèle, pas de complémentaires santé qui sont juste au-dessus de la CMU-C. Vous avez 95% aujourd'hui des Français qui sont couverts par une complémentaire santé. Dans les 5% qui ne sont pas couverts, vous avez une partie non négligeable de Français qui font le choix de ne pas prendre de complémentaire pour X ou Y raison. Et vous avez encore une partie qui n'a pas accès. Et ça, cette partie-là, en particulier, doit faire l'objet, en mon sens, d'efforts. J'ai voté les accords nationaux interprofessionnels dans le mandat précédent. Et je regrette, mais je l'ai déjà dit auparavant, je regrette que nous ayons voulu généraliser l'accès à la complémentaire santé par le travail, laissant de fait de côté les personnes en situation de retraite, de chômage ou les étudiants, ce qui était un non-sens, ce qui a été une concession faite à l'époque aux organisations syndicales, à certaines, pour pouvoir avancer sur le droit du travail. Je pense qu'il faut que nous repensions notre modèle de façon à ne plus corréler la complémentaire santé. Je pense que nous devons repenser notre modèle pour ne pas corréler davantage l'accès aux complémentaires au droit du travail. Il faut que nous soyons plus protecteurs. À mon avis, c'est là l'avancée la plus essentielle. Ensuite, une idée toute personnelle, mais sur l'amélioration de l'accès financier aux soins encore, peut-être qu'on pourrait aller vers une forme de labellisation des établissements de santé qui garantissent un reste à charge zéro aux patients, un reste à charge zéro qui pourrait inclure la prise en charge par une complémentaire. Je vais plus loin dans mon raisonnement. Vous allez voir, c'est pas un truc que j'ai dit. Mais une idée. Si je suis malade et que je décide d'aller me faire opérer dans le secteur privé, où il y a un peu plus souvent de dépassements qui peuvent être pris par l'établissement et les professionnels, je vais mettre à contribution ma complémentaire santé qui va payer ces dépassements. Mais si je fais le choix d'aller dans le secteur public et que je suis opéré dans des conditions où il n'y a pas de dépassement, ni par l'établissement, ni par le praticien, je ne vais donc pas faire appel à ma complémentaire. Si je poursuis le raisonnement, ça veut dire que pour ma complémentaire, il vaut mieux que j'aille dans le public et dans le privé. Et si vous faites une enquête, ça n'a pas été testé là, mais j'ai vu d'autres enquêtes qui le montraient, il y a des patients qui considèrent que le privé n'est pas fait pour eux, qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé alors qu'ils ont les moyens d'aller dans le public. Vous voulez faire une péréquation? Moi, je considère qu'il faut qu'on aille chercher peut-être des moyens financiers nouveaux, peut-être en dehors de l'Ondam hospitalier, et qu'un moyen peut-être d'aller chercher ces modalités financières nouvelles serait de permettre, dans certaines limites, d'avoir accès à des compléments d'honoraires pour des établissements de santé tout statut, mais dans la limite où c'est pris en charge par les complémentaires et où il n'y aurait pas de reste à charge pour les malades. Et on pourrait labelliser en contrepartie des établissements qui garantissent un zéro reste à charge, quelles que soient les conditions. Vous parlez des établissements, pas des médecins directement. Je ne suis pas du tout en train de vous révéler le plan santé, c'est une idée très personnelle, je le précise, mais moi j'essaye de trouver des moyens. On connaît votre influence, Olivier Véran. Non, mais j'essaye de chercher des moyens supplémentaires pour l'hôpital en dehors de l'Ondam qu'on sait contraint, puisque l'enveloppe hospitalière est la seule enveloppe avec celle des médicaments qu'on sait vraiment réguler. Et donc, voilà, j'aimerais qu'on puisse transformer les établissements de santé avec un grand H. Et pour ça, il faudra des moyens financiers nouveaux, et donc il faut aller les chercher. Labellisation qui n'est pas certification, parce qu'on a déjà une certification. Et donc ça prendra en compte les dépassements d'honoraires des médecins. Ça pourrait prendre en compte les dépassements d'honoraires. Parce que ça, mais c'est quelque chose qui devrait être évidemment discuté avec les complémentaires. C'est une idée comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de projet sur la table, je rassure tout le monde. Il n'y a ni article de loi, ni proposition, ni rapport. Mais où est-ce qu'on trouve de l'argent en dehors de l'Ondam pour l'hôpital? Sans privatiser pour autant, j'imagine. Oui, et après, on parlera des réseaux. Jean-Carl Grelier, alors, c'est une bonne réforme, le 100% santé. Reste à charge zéro. Vous l'auriez faite? Très honnêtement, je crois que c'est une bonne réforme. Merci, on passe à la suite. La situation que décrivait Olivier Véran avec l'ensemble de ces personnes qui renoncent aux soins pour des raisons financières est inacceptable. Et c'est sans doute l'un des mérites d'ailleurs d'Olivier Véran d'avoir sur ce sujet-là une vraie constance, puisque c'est effectivement quelque chose qu'il porte depuis des années. Moi, je me réjouis que c'est abouti. Il me reste une interrogation. 500 millions d'euros de charges supplémentaires assurées par les mutuelles. Quelle sera la traduction en termes de cotisation? Et est-ce que si demain les cotisations venaient à croître de manière substantielle, on ne va pas finalement recréer des gens qui vont s'exclure du système de santé faute de pouvoir régler la partie complémentaire? J'avoue que je n'ai pas entendu beaucoup de réponses à cette question-là, qui me paraît pourtant être une question essentielle. La deuxième chose, c'est que, à l'instar
de ce qu'a été l'annonce des vaccinations sur la prévention, je ne voudrais pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Et que si effectivement un nouveau monde devait advenir, il serait bien que dans ce nouveau monde, on ne se contente pas d'une réforme phare pour la durée du mandat et qu'on aille au-delà. Parce que quand on a fait le zéro reste à charge sur l'optique, l'audioprothèse ou le dentaire, on n'a rien réglé de la démographie médicale, on n'a rien réglé de la situation des hôpitaux. Et il reste là des sujets qui, désolé d'être basiques, désolé d'y revenir, mais me paraissent essentiels et correspondent à la première des attentes. Alors, bravo pour le zéro reste à charge, mais on reste dans une attente forte d'autres choses derrière. Ça tombe bien parce que le sujet qu'on voulait aborder maintenant, évidemment, c'est les soins de proximité. On l'a vu, les Français, tout naturellement, souhaitent avoir des soins de qualité, de proximité, et il y a un problème d'accès aux soins qui est de plus en plus difficile dans certaines régions. Alors, il y a les CPTS, les communautés territoriales professionnelles en santé, mais ça n'avance pas, ça fait très longtemps, et ça s'aggrave. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas former plus de médecins généralistes ? Quelles sont vos solutions ? La coercition, on l'oublie parce que personne n'en veut. Au niveau de l'installation. Ah oui, mais moi complètement. Alors, je suis très opposé à tout ce qui, de près ou de loin, ça apparenterait à de la coercition. Alors comment faire en sorte qu'il y ait plus de médecins de proximité ? Alors, plusieurs réponses à votre question. La première des choses, vous avez beaucoup parlé d'accès aux soins, de soins, etc. Si demain on pouvait reparler un peu de santé, et non pas exclusivement de soins. Avec votre permission, reparlons de santé et remettons notamment la prévention au cœur de nos priorités. La ministre a fait quelques annonces. Elle mériterait d'être complétée par un certain nombre d'autres propositions, mais replaçons les choses dans ce cadre. Deuxième priorité, remettons le patient au cœur du dispositif et faisons en sorte que sur les territoires, et j'arrive à votre question... Ça, c'est des bonnes intentions. Non, mais vous allez voir que ce ne sont pas que des bonnes intentions. Parce que si on travaille sur des objectifs qui ne sont pas les bons, on ne peut pas arriver à de bonnes solutions. Et donc, il faut remettre le patient en situation d'avoir un accès le plus vite possible et le plus proche de chez lui à un professionnel de santé. Et je dis bien à un professionnel de santé. On sait qu'aujourd'hui, la pénurie de médecins sur les territoires fait qu'il n'y aura pas de médecins pour tout le monde tout le temps. Alors qu'est-ce que vous proposez alors ? Eh bien, exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire travailler les professionnels de santé en réseau. Et il faut qu'on prenne en compte les réseaux tels qu'ils existent sur les territoires. Il faut que dans ces réseaux, on intègre les établissements de santé quand il en existe et que chacun s'accorde à essayer de fonctionner, de répondre à cela. Une fois encore, vous savez, on a une lecture de la santé où on a cantonné les gens dans des spécialités culturellement. Il y a ce qu'on a le droit de faire quand on est médecin, il y a ce qu'on a le droit de faire quand on est... Il faut sortir de ce cadre-là. Comment on fait pour sortir ? Eh bien, d'abord, une fois encore, on regarde les professionnels de santé avec un regard différent. J'ai une expression que j'emploie régulièrement parce que je la trouve un peu provocatrice, mais elle est à mes yeux assez éloquente. Vous avez des professionnels de santé qui sont formés en 6 années après le baccalauréat, qui terminent avec un doctorat dans leur discipline et à qui on apprend tout au long de leur cursus de formation à faire des pansements, faire des sutures et faire des injections. C'est le chirurgien dentiste. Alors ça peut paraître très provocateur de vous dire que si demain mon gamin s'ouvre la main de 3 cm un dimanche, je vais aller demander à un dentiste de lui faire la suture. Et en même temps, techniquement, c'est peut-être pas complètement idiot. Je veux dire, par-delà l'aspect provocateur de l'expression, regardons de nouveau qui est en capacité à faire quoi. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'une infirmière libérale ne peut pas, parce que culturellement, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, ne peut pas aller au bout de ce que son décret lui donne. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, pourquoi il n'y a pas assez de médecins généralistes ? Eh bien, il faut peut-être se poser la question, et je suis heureux, j'ai entendu hier à l'Assemblée la ministre dire qu'elle était très préoccupée par cette question et qu'elle allait s'y investir, et ça me réjouit très sincèrement. Il faut qu'on repense en profondeur les études médicales. Il faut, à mes yeux, qu'on réfléchisse à la façon dont on sélectionne aujourd'hui, en fin d'année de PACES, les étudiants en médecine. D'abord parce que je trouve qu'il est inacceptable que ces lycéens, ces jeunes bacheliers, qui sont sans doute parmi les meilleurs de leur génération, le plus souvent, on les emmène dans une situation où 80% d'entre eux vont scrire une situation d'échec. En second lieu, est-ce que vous pensez qu'il faut, au moment du choix, aujourd'hui à l'ECN, examen de classement national, est-ce qu'il faut 70% de médecins généralistes au choix ? Est-ce que c'est pas ça la solution ?
Ça peut être une des solutions. Moi, je crois qu'il y a aussi... mais vous savez, le problème, c'est qu'on n'a pas besoin que de médecins généralistes. On est aussi sur des territoires urbains ou ruraux où il n'y a plus d'ophtalmo, où il n'y a plus de gynéco, où on a du mal à trouver des anesthésistes. Donc, privilégier la médecine générale, ça peut être un aspect des choses, mais ça ne réglera pas tout le reste. Et d'autant que c'est un principe de vase communicant. Si vous mettez plus de place à l'ECN sur la médecine générale, il y en aura forcément un peu moins sur les autres disciplines. Après, Donc, on demandera à Olivier Véran quelques idées. Est-ce qu'il faut supprimer le numerus clausus? Non, moi je ne suis pas favorable à la suppression laissez à du 8500. numerus clausus. Honnêtement, à mes yeux, aujourd'hui, la problématique n'est pas là. La problématique, elle est au début et à la fin des études. Sélectionner des étudiants en médecine sur des QCM exclusivement scientifiques en fin de PACES, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Y introduire, comme l'a fait la faculté de médecine d'Angers depuis quelques années, un examen oral où on apprécie les capacités humaines et compassionnelles des médecins, c'est aussi rendre accessible la médecine à des profils qui aujourd'hui se trouvent bloqués à la fin de la PACES. Et puis, si vous permettez, à la fin du cursus, je suis aussi favorable à la suppression de l'ECN. Non pas qu'il faille ne plus classer les étudiants, quels que soient les cursus de formation, on classe les étudiants, et ça me paraît juste vis-à-vis du travail qu'ils peuvent produire. Par contre, Olivier Véran, tout ça s'est traduit depuis des années par une hiérarchie des spécialités médicales. Et vous le savez comme moi, aujourd'hui, au concours de l'internat, la médecine générale est l'avant-dernière du classement avant la filière santé publique. Et aujourd'hui encore, on continue de dire dans les facultés de médecine, si vous êtes mauvais, vous finirez médecin généraliste dans la Sarthe, ce que je souhaite à tout le monde. Olivier Véran, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression du numerus clausus et comment faire en sorte que... Moi, j'ai pas bougé d'un pouce, qu'on m'explique quel est l'intérêt du numerus clausus et je voudrais bien discuter de l'intérêt de le pérenniser. Donc vous voulez le supprimer? Non, mais ça sert à rien. La seule utilité du numerus clausus, je l'ai dit, je le redis, c'est d'empêcher des étudiants français de faire médecine en France. 20 à 25% des médecins qui s'installent en France sont diplômés de l'étranger. Donc la seule barrière du numerus clausus, c'est une barrière destinée aux étudiants français. Moi j'ai dit, faisons un plancher plutôt qu'un plafond. Disons, on forme au minimum plutôt qu'au maximum. Et ensuite, on regarde avec les universités comment on développe les capacités de formation. Il y aura une pression qui sera plus importante dans les territoires sur les doyens de la part des autorités politiques et de la part des citoyens pour pour renforcer le nombre d'étudiants en formation. Mais après, la ministre a raison de dire qu'il faut 10 ans pour le faire. Il y a 10 ans, je m'étais opposé à la suppression du numerus clausus. Vous voyez, on peut évoluer. J'étais à l'ISNI à l'époque. Je me disais, oh là là, non, faut pas. En fait, quand je regarde les chiffres, c'était tellement énorme. C'était tellement énorme que ce truc-là était complètement, pardon, mais débile. C'est un système abscon qui n'a aucun sens aujourd'hui. Donc repensons la formation. Je suis d'accord sur la première année, je suis d'accord sur la sélection. Moi, je revois. Je discutais avec un copain orthopédiste. Attends, j'ai pas compris. Ouais. Vous êtes d'accord sur la sélection, ça veut dire quoi? Non, qu'il faut revoir les modalités de sélection. Il faut plus de sciences humaines et sociales. Les QCM sur Aristote, je veux dire, c'est une course. J'appelle ça la course en sac mémorielle. Moi. C'est celui qui a la meilleure mémoire qui va gagner à la fin et qui a le plus bachoté. Je discutais avec un copain orthopédiste avec qui j'ai fait une grosse partie de mes années d'études il y a quelques semaines. On parlait le week-end et on se disait, tiens, on va regarder un peu ce qui nous reste de nos 5 ou 6 premières années d'études de médecine. On cherchait le nom des acides aminés. Les acides aminés, je savais leur nom, je savais les dessiner et je savais dessiner le cycle de transformation qui allait mener d'une molécule A à la molécule B. Et je le savais tellement par cœur que c'était bulbaire. Entre le stylo et le cerveau, il n'y avait même pas une fraction de seconde. On n'était pas foutu de ressortir plus de 5 noms d'acides aminés. Je mets au défi les médecins ici d'essayer de se souvenir de plus de 5 noms et de savoir même combien il y a d'acides aminés. La question c'est, est-ce que ça sert à mon copain orthopédiste dans sa pratique aujourd'hui? Est-ce que ça lui a servi à acquérir des bases essentielles qui lui ont permis de progresser dans ses études? J'en suis pas certain. Est-ce que ça me sert comme neurologue? La réponse est non. Mais vous savez ce que c'est que la culture? Non, mais je veux dire, je sais ce que c'est que la culture. La question c'est, à force de bourrer les études de médecine d'un socle commun extrêmement dense, vous savez quelle est la demi-vie des connaissances médicales? 5 ans. Au bout de 5 ans, on a oublié la moitié de ce qu'on a appris. Moi, je fait ma première année de médecine en 98, il y a 20 ans. Faites le calcul de ce qui me reste comme base. Je ne dis pas qu'il faut se concentrer dès le début sur une forme de filiarisation. Je considère juste qu'à force de vouloir considérer que le médecin était la personne qui devait connaître la totalité, non seulement on a perdu de vue l'idée que les études devenaient trop longues, par rapport à l'essentiel, et en plus on a complètement éloigné les médicaux des paramédicaux puisqu'on a perdu le concept même de socle commun de connaissances. Et moi je considère que j'ai des choses à partager avec l'infirmière qui travaille dans mon service, qu'on aurait pu avoir des bases communes de physiologie, d'anatomie, de psychologie, de savoir-être. Je considère qu'on aurait pu avoir un socle commun de connaissances qui les aurait permis de mieux travailler ensemble. C'est facile derrière de regarder les médecins en disant vous ne travaillez pas assez avec les infirmières. C'est trop, je veux dire, tout a été fait pour cloisonner, pour organiser en silo ces professions. Donc ça,
ça, maintenant, la prise de conscience, et il y a quelqu'un du HCAM qui a fait un formidable rapport et qui connaît mieux que quiconque les professions paramédicales, Stéphane Le Boulaire, qui est ici, que je salue, mais on connaît tout ça. Le diagnostic, ça fait 10 ans que c'est fait. La question, elle est à très court terme et ensuite à moyen terme. À très court terme, on a un trou démographique. Moi, j'ai reçu il y a un mois un collectif de médecins libéraux et hospitaliers du 93. Ils sont venus me voir en disant, on vient vous voir parce qu'on est dans une situation qui est catastrophique. J'ai regardé avec eux les chiffres. Aujourd'hui, ils ont 0,66 médecins libéraux pour 1000 habitants. Donc en dessous de 0,7. 0,7 pour 1000, c'est considéré comme la norme en Espagne, c'est la norme haute en Angleterre, et c'est même une forme de norme en Allemagne. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils ont organisé les soins entre médicaux et paramédicaux, et une densité médicale de 0,7 pour 1000 leur semble satisfaisante. En France, 0,7 pour 1000, c'est la Creuse, c'est le fin fond de la Franche-Comté, parce qu'on ne sait pas travailler autrement qu'à partir du médecin. Leur problème, il n'était même pas là. Là, aujourd'hui, ils sont sous tension. Leur problème, c'est qu'ils vont perdre 40% des effectifs de médecins libéraux d'ici à 2022. 40%. Et 0,3 médecins pour 1000 ou 0,4 médecins pour 1000, moi, je ne sais pas faire, eux ne savent pas faire. Et la situation très difficile dans laquelle nous sommes demain, elle est là. Donc, Alors, qu'est-ce que vous préconisez d'abord en urgence ? qu'on fasse en sorte de ne pas se retrouver dans la même situation dans 10 ou 15 ans. Si vous voulez, on postule, et on a raison de postuler, de se projeter. Les pouvoirs publics postulent que dans 10, 15 ans, 2025. ce ne sera plus des médecins qui feront, ce sera des paramédicaux qui travailleront avec, etc. Il faut regarder en arrière. Les états généraux de l'Organisation de la Santé sur Roselyne Bachelot en 2008, on disait la même chose. En 10 ans, on a gagné quoi ? On a gagné en gynéco, le fait que les sages-femmes, les maïoticiens puissent faire des consultations de suivi des femmes non enceintes. Mais vous voyez, il y a encore des élus qui disent on a un problème d'accès au gynéco. En réalité, le problème d'accès au gynéco, c'est qu'on n'arrive pas à fermer la page des gynécomèdes, alors que ça fait 25 ans qu'on en forme une dizaine par an, dont la moitié devient endocrino, et que ça fait 25 ans qu'on sait très bien que c'est les sages-femmes qui sont amenées à faire le suivi Alors, des qu'est-ce femmes, qu'on fait, des femmes non enceintes. Olivier, en urgence, là, jusqu'à 2025 ? Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 2025 ? Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 2025 ? Eh ben, donc, je suis assez d'accord sur la question des maisons de santé. Il faut en construire, mais au bout d'un moment, on fait des injonctions aux ARS en leur disant construisez, mais ils disent il y a construire, mais il faudrait qu'on ait des gens à mettre dedans. Donc ça, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut faire avec d'autres professions paramédicales ce qui a été fait de façon remarquable avec les sages-femmes, même si ça fait râler des syndicats. Je le dis ici très clairement. Oui, il faut avancer sur cette question des coopérations. Je crois que la question des parcours, et à nouveau sur la méthode, le parcours de soins, la médecine de parcours telle que finançable à travers le premier PLFSS du quinquennat, c'est-à-dire être capable de mettre en place des parcours. Et moi, je vois des tonnes d'équipes sur les territoires. Et vous savez, les médecins hospitaliers libéraux, ils me disent on a envie de bosser avec des infirmières cliniciennes qui vont nous aider dans notre pratique, etc. Ça, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière pour le faire. C'est financé, c'est autorisé, c'est expérimental, c'est assez libre. Et ça peut fonctionner très rapidement. On va voir, j'ai reçu la DGOS il y a 2 semaines en audition. Ils en sont à une dizaine de fiches actions remplies pour l'instant. Ils espèrent en avoir 40, 50 bientôt. C'est quelque chose qui va fonctionner et à court terme. Mais il faut savoir, il faut pas mentir non plus aux gens et leur dire qu'on est dans une situation démographique, notamment dans certains territoires, qui fait que le modèle du médecin à côté de chez soi est un modèle qui va être très compliqué et qu'en mon sens, il faut qu'on travaille sur la disponibilité désormais plutôt que sur la proximité dans certains territoires. La disponibilité, ça veut dire ne jamais manquer la possibilité d'avoir accès à un avis, à un conseil ou un examen médical lorsque c'est nécessaire. Et pour ça, il y a les technologies du numérique qui vont être forcément d'un grand secours à travers la télémédecine notamment. Et pour ça, il faut aussi préparer, et moi je trouve le rapport du HCAM très intéressant, préparer l'avènement de plateaux techniques hospitaliers dans les territoires pour venir en aide aux médecins libéraux pour qu'ils acceptent de s'installer. Alors, il faut qu'on avance, Pascal, parce qu'on a beaucoup de sujets à voir. Donc, si vous pouvez répondre plus rapidement. Sur le gaspillage et la pertinence des soins, c'est un sujet qui importe. Oui. Est-ce que derrière ce que vous dites, effectivement, on règle, en réalité, si on peut, cette question de la pertinence des soins. La ministre l'a vraiment mis comme son mantra dès son arrivée. Est-ce que, franchement, ça avance et concrètement, ça veut dire quoi ? Le seul moyen d'arriver à faire des économies, à améliorer l'efficience de notre système de santé de façon concrète et dans la durée, c'est de faire en sorte, effectivement, de travailler cette question de la pertinence. Je vais vous donner... Il y a un truc qu'on fait moins bien que l'Europe du Nord et que certains États américains, un seul. Quand on compare toutes les courbes sur la mortalité, sur l'efficacité de notre système, on est meilleur que tout le monde, sauf sur un point, c'est sur cette organisation des soins, où là, vraiment, on a 8-10 ans de retard par rapport aux pays d'Europe du Nord, sur la question de l'évaluation de la qualité et sur la question de la pertinence. Je vous donnerai un exemple concret. En Utah, alors l'Utah c'est bien parce qu'ils sont mormons, ils sont sans doute très disciplinés, etc. Mais en Utah, ils ont mis en place des financements au parcours et ce qu'on appelle au bundle payment, c'est-à-dire à l'épisode de soins.
où il présente des résultats qui sont remarquables. L'insuffisance cardiaque. Un patient insuffisant cardiaque de 65 ans qui rentre dans un parcours de soins là-bas, ils sont passés en moyenne de 12 à 3 jours d'hospitalisation par an, de 45 000 à 5 000 $ de coût, avec un taux de satisfaction des professionnels et des usagers supérieur à 90%. Ils ont fait du lean entre la ville et l'hôpital. Ils ont mis en place des dispositifs médicaux innovants. Lean de management, oui. c'est ça? Ils ont mis en place des infirmières cliniciennes qui vont faire du traitement, traiter des fiches actions, etc. Ils ont considéré qu'un patient avec une insuffisance cardiaque qui arrive aux urgences d'un hôpital était un échec du parcours. J'arrive là-dessus. Au CHU de Grenoble, les cardiologues sont venus me voir parce qu'ils souhaitent mettre en place une expérimentation au parcours. On a regardé les chiffres. Au CHU de Grenoble, et je pense que c'est pareil partout en France, 17% des entrées aux urgences sont en rapport avec une insuffisance cardiaque. 17%. Vous avez une maladie chronique, vous avez une filière de soins, vous avez une structure d'excellence de prise en charge, 17% des entrées aux urgences, avec le coût que ça représente et les difficultés que ça représente pour les malades, d'arriver aux urgences avec de l'eau dans les poumons, c'est de l'insuffisance cardiaque. C'est inacceptable. Est-ce que l'article 51 géré par l'assurance maladie va permettre de résoudre ce problème? Les expérimentations. Mais quand on parle de pertinence, c'est ça. C'est-à-dire, la non-pertinence, elle est où? Elle est considérée que si vous avez une maladie chronique, connue, chronique, suivie par des équipes en ville et à l'hôpital, vous ayez encore besoin d'arriver aux urgences en catastrophe parce que votre maladie s'est exacerbée. Mais attendez, mais on sait prévenir, on sait dépister une poussée d'insuffisance cardiaque. Vous avez une balance connectée chez vous qui est reliée à un centre de traitement de données. On se rend compte que vous avez pris en 3 jours 2 kilos et que c'était pas Noël, donc vous n'avez pas mangé trop de dinde. On vous dit, vous venez, on va vous écouter les poumons, peut-être qu'il y a de l'eau qui est en train de s'installer dans vos poumons et dans vos chevilles. Et peut-être qu'il faut vous donner du Lazilix avant que ça empire et que ça s'aggrave. Comment réussir ça? Qui va faire en sorte déjà, que moi, le parcours de soins soit organisé? Je suis très favorablement étonné par le fait que, la volonté, le diagnostic est fait par les médecins eux-mêmes, qui nous disent il y a ce problème-là, on se rend bien compte qu'on n'est pas bon et qu'on ne sait pas faire. 2, il y a une volonté de faire et de changer. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que je n'ai pas vu avec les GHT, par exemple. J'ai vu personne, aucun médecin me dire c'est super, on va se regrouper, on va aller voir les hôpitaux du coin et on va faire un travail ensemble. Les mecs ont vu ça arriver depuis Pluton en disant qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc. Là, je vois des gens qui disent mais pour nos malades, on a envie de rentrer dans un protocole, on a envie d'être aidé et accompagné. Et on a envie de se développer. Donc la volonté de faire, elle est. La compétence et la capacité, elle est là. Le modèle qui existe et qui fonctionne à l'étranger, il est là. Et l'installation qui est mise en place par la DGOS est remarquable. Je le dis, je ne dis pas toujours que l'administration fait un boulot remarquable. Là, c'est le cas. Dans chaque ARS, vous avez un guichet unique avec une personne identifiée. Vous avez la DGOS, un bureau qui s'occupe de ça, qui travaille directement au 7e étage en lien avec le cabinet. Donc c'est fait, tout est fait pour que ça fonctionne. Et là, simplement, vous nous direz où en sont, selon vous, les chantiers de la Haute Autorité de Santé, enfin les travaux de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet. Une question l'une après l'autre. Moi, je veux juste faire le lien entre ce que vient de dire Olivier Véran et ce qu'il avait dit juste avant en termes d'organisation territoriale, parce que c'est la même logique. Alors moi, je fais peut-être pas beaucoup de sociologie, mais il m'arrive un peu de temps en temps de faire un peu de sciences politiques. Et quand on me dit je suis girondin, mais je trouve génial les fiches actions de la DGOS, ça m'inquiète. Et quand on attend que la DGOS organise les choses sur les territoires, ça m'inquiète. Donc libérons plutôt les initiatives locales dans les établissements. Tu l'as très bien dit, et c'est très vrai, les professionnels de santé, partout où ils exercent, sont conscients de cette difficulté. Ils savent la situer, ils savent la cibler. Et donc, ils sont sans doute les mieux à même à prendre les initiatives pour faire en sorte que... Regardez sur le traitement du diabète, je suis beaucoup moins spécialiste qu'Olivier Véran là-dessus, mais quand je vois ce qui se passe dans les réseaux azalés, on arrive à avoir des choses qui sont éminemment intelligentes, avec effectivement la consultation du médecin lorsque c'est nécessaire, et puis l'infirmière azalée qui, juste à côté, prend le temps de l'éducation thérapeutique, assure les suivis, et qui effectivement... Donc vous sentez que le coup est parti, que ça va se faire avec les professionnels de santé? Je pense qu'il faut, à partir du moment où on libérera localement les énergies, c'est vrai pour la démographie médicale, mais c'est vrai pour ces questions-là aussi, il faut qu'on arrête aujourd'hui à l'hôpital, comme dans la médecine de ville, d'attendre patiemment que tout descende depuis Paris. Il y a aujourd'hui des gens qui, sur les territoires, ont des capacités d'initiative qui sont colossales, mais qui se sentent constamment bridés parce que le système est trop normé, parce que le système est souvent beaucoup trop rigide. Et donc, on a là, à mes yeux, de vrais
potentiel de modification en profondeur du système. Redonnons la parole à ceux qui sont sur le terrain et vous verrez que les choses pourront évoluer beaucoup plus facilement. En les aidant, en faisant un peu de... Oui, bien sûr, en les aidant, en les accompagnant, mais c'est peut-être ça d'ailleurs le vrai rôle de l'État, c'est peut-être d'aider, d'accompagner, de soutenir et d'encourager plutôt que de faire à la place d'eux. Ce que dit la ministre pour le rôle des agences régionales de santé. Alors, Renaud a répercuté toutes les questions, des dizaines de milliers de questions sur Twitter et sur les papiers. Mais il est capable d'en faire une synthèse. Voilà, synthèse. Alors, 2-3 questions les plus importantes, Renaud. Exactement. En fait, il y a une série de questions, quand même, de réactions sur le 100% santé. 3 questions sur les effets pervers, ou en tout cas les collatéraux. La première, c'est est-ce que un des effets, ça risque pas d'accentuer le système de santé à 2 vitesses, ceux qui sont au RAC 0, au panier de base, et puis ceux qui peuvent vraiment s'offrir des soins plus chers. Il y a une deuxième question sur un effet collatéral sur les conséquences globales économiques sur un territoire. Par exemple, est-ce que les plafonnements avec des restrictions sur les prix des montures, des prothèses, etc., ça ne va pas avoir des conséquences sur certains industriels de santé sur les territoires français qui étaient plutôt sur un marché, on va dire, haut de gamme et qui se voient peut-être plus contraints. C'était une question sur, là aussi, collatérale. Et la question de base, est-ce que, et là, il y a eu cette question, mais vous n'avez pas vraiment répondu, est-ce que le RAC 0, c'est la mort des réseaux mis en place par les mutuelles, avec les plateformes, etc. Puisqu'en fait, tout le monde est au plafond. Ça, c'est sur les RAC 0. Est-ce que je fais tout de suite la deuxième série sur la transformation ou je reviens après? Non, vas-y maintenant. La deuxième, sur les transformations, 3 points. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre l'exigence de coordination des acteurs, ville, hôpital, etc., tout en étant dans un système économique contraint où finalement, on le voit très bien sur ce qui se passe en ce moment sur les territoires, où certains libéraux ont l'impression que l'hôpital vient leur piquer le boulot. Et donc, ça, c'est pas facilitant pour se parler. Ensuite, le deuxième point, c'est sur le transfert de compétences et nouveaux métiers. Tout le monde est d'accord, vous l'avez dit, ça fait des années. Sauf que concrètement, qui aujourd'hui, vous parlez d'une maturité sur le terrain, mais est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement et au plan national, on est prêt à bousculer les professions sur ce point? Et dernière chose, c'est sur le fond, il y a une démarche de changement du passé d'un système qui est très tourné sur lui-même. Les experts de la santé s'interrogent et ont trouvé toutes les solutions, à un système tourné vraiment vers l'individu et le patient. Et que là, il n'y a pas une clé à trouver sur l'exploitation, une réelle exploitation d'un gisement aujourd'hui qui est celle des données de santé, et qui réoriente le système vers l'individu et non pas vers le système. Réseau de soins. Est-ce que c'est la mort des réseaux de soins? Les deux. Alors on va aller très vite, c'est oui, non. Non, vous argumentez un peu, il nous reste 10 minutes. Non. Bon, vous? Non, je ne le crois pas non plus. Bon, donc les réseaux Et de soins. pourquoi ces craintes alors? Pourquoi ces craintes notamment? Qui a posé la question? Non, parce que non, mais c'est une question il y a une question qui se pose. C'est les gens qui ont peut-être des réseaux de soins qui veulent les conserver, mais le fait qu'il y ait un système de qualité à un prix acceptable dans le reste à charge zéro fait que le réseau de soins perd de son on a dit dans utilité. le programme, c'est écrit dans le programme qu'on ne développerait pas les réseaux de soins au-delà de ce qu'ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vocation à développer des réseaux de soins médicaux. Là-dessus, la position est invariée. Ensuite, sur la question, moi je parlerais plutôt que de réseau, j'entends une préoccupation des complémentaires. C'est à force de sectoriser les contrats, à force de segmenter les contrats, où va rester la concurrence. C'est ça la question de fond, plus que les réseaux, à mon sens. Le président de la République avait dit dans sa campagne qu'il fallait plus de transparence dans les Oui, la plus de concurrence. transparence, Alors, plus ouais. de segmentation des contrats. Tout ce qui On est y fait est, aujourd'hui ça a été assumé pendant la campagne. J'étais place de la Bourse pendant la campagne. Lorsque les candidats avaient présenté leur programme, le président de la République avait été interrogé 3 fois la même question sur la transparence et sur la segmentation des contrats. Donc c'est ce qu'on voit, Et on arriver, avance. Et on oui, avance. oui, bien sûr, on avance. Non, Oui, non, je non, pense que on de n'avance ce pas point de vue-là, vraiment. les complémentaires sont un bon partenaire. Hein, donc, oui, Oui, mais on n'avance pas vraiment sur la clarté des contrats, transparence, concurrence. ça arrive. Ça arrive, d'accord. Jean-Carl Grelier. Non, mais moi je crois qu'effectivement, il y a là un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un particulier qui n'est pas du tout un expert en la matière de comparer les propositions d'un contrat d'assurance complémentaire à un autre. Et donc il y a effectivement une vraie exigence de transparence. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est la composition du panier de protection des complémentaires. Vous savez que l'ANI 2013 a rendu obligatoire les complémentaires dans la plupart des entreprises, sauf qu'on a créé là des disparités extrêmement importantes d'un salarié à l'autre.
Vous avez aujourd'hui des entreprises qui ont une grande générosité de ce point de vue-là et qui offrent à leurs salariés des couvertures complémentaires qui sont très étendues. Et puis vous avez des petites entreprises artisanales où les moyens sont beaucoup plus comptés et où la protection qui est offerte et les contrats et les garanties offertes par les contrats sont beaucoup plus réduits. Et donc là, à mes yeux, peut-être que l'une des premières choses à faire, ce serait d'offrir peut-être un panier à peu près équivalent à tout le monde. Et puis si vous voulez qu'il y ait une vraie lisibilité, une vraie transparence, c'est de faire en sorte que si on part d'un panier qui est équivalent et, pour l'ensemble des complémentaires, c'est que seul le critère de prix devienne le critère discriminant. Et à partir de ce moment-là, chacun sachant compter est en capacité à dire si il choisit tel contrat plutôt que tel autre. Mais alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans un vague et un flou très absolu. Je voudrais rebondir sur une des observations qui a été faite sur Twitter, sur effectivement cette situation d'inégalité. Ça pose là aussi question. Demain, quand j'irai chez mon opticien, j'aurai 3 rayons. Le rayon où globalement je paie ce que je veux au prix que je veux en fonction de ma capacité financière. Il y aura le rayon du milieu où l'assurance complémentaire, on prendra un bout et j'en prendrai un bout. Et puis il y aura le petit rayon au fond dans le coin le moins éclairé où éventuellement j'irai chercher les trois catégories d'optiques qui seront mises à ma disposition et financées à 100%. C'est certain que ça aussi, ça interroge sur la façon dont on traite de manière un peu égalitaire l'accès aux soins et à l'accès à la santé. Je partage pas là, pour le coup. L'inégalité aujourd'hui, c'est quoi? Je peux avoir ou je peux pas avoir du tout. C'est 70% de renoncement aux soins sur les audioprothèses. Qu'on ne me dise pas qu'en supprimant le reste à charge et en permettant demain à 100% des patients qui en ont besoin d'y accéder, on va creuser les inégalités. Parce que là, pardon, on marche sur la tête. Idem dans le domaine de l'optique. Et quand on parle du matériel d'excellence des opticiens, etc., personne ne dit le contraire. Mais on sait très bien que d'un département à un autre, le prix de la même monture va varier d'un ratio qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le secteur commercial. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y avait, et le boulot a été fait par Marisol Touraine dans le mandat précédent, il faut aussi je reconnais ce qui a été fait là-dessus, sur la filière optique. Il y avait des contrats, des espèces de surcomplémentaires qui remboursaient jusqu'à 600 € la monture, qui a fait complètement grimper les prix. Le truc était complètement contre-intuitif, et c'était la course à l'échalote. Donc je veux dire qu'il y ait une régulation de ce point de vue-là, et qu'on me permette à moi, qui ait une cotisation obligatoire pour une complémentaire, de ne pas avoir une prime augmentée par le fait que quelqu'un que je ne connais pas dans un autre territoire va payer 600 € une monture. Pardon, mais je crois que pour creuser les inégalités, il n'y avait pas pire. Alors, il nous reste 5 minutes, on va vous poser des questions. Moi, je voulais, quand même un truc et sur le patient. Pilote le transfert de compétences. Tout le monde dit toujours il faut transformer le système pour le patient, penser au patient. Oui, mais en l'occurrence, moi, si j'ai fait un conseil sur la transformation de l'hôpital. Le patient, patron de l'hôpital. Oui, mais c'est important. C'est-à-dire, on ne réforme pas l'école pour les enseignants, on réforme l'école pour la réussite des élèves. On ne réforme pas l'hôpital pour les directeurs ou les médecins, on le réforme avant tout pour que les patients soient bien soignés. Et je considère, moi, comme médecin hospitalier, que le problème qu'on constate aujourd'hui à l'hôpital est aussi un problème de perte de sens pour les soignants, avec le médico-économique, le médecin-manager. Les gens ne savent plus, les blouses blanches arrivent à l'hôpital le matin, ils ont l'impression, ils ont le sentiment que leur mission, leur vocation première, c'est petit à petit effacé derrière d'autres contingences. Donc on restaure le patient dans la primauté qu'il occupe au centre du système hospitalier est une question essentielle. Et ça répond aux inquiétudes des libéraux aussi, qui consistent à dire oui, le virage ambulatoire, ça passe par le développement de la médecine libérale, mais quand vous n'avez pas de ressources libérales et que vous avez des patients qui sont malades et que les seules structures qui peuvent leur offrir des soins, c'est les structures hospitalières, on ne va pas empêcher l'hôpital de le faire parce que sinon c'est le malade qui est perdant. C'est le malade qui est perdant. Donc il faut développer la médecine ambulatoire aussi à l'hôpital. Il faut permettre d'aller vers une mixité des statuts, permettre aux gens, aux acteurs, aux médecins de bouger d'une structure à l'autre. Il ne faut plus penser statut, il ne faut plus penser structure, il faut penser patient. Il faut de la transparence, de l'information. Je suis désolé, mais il faut qu'une femme enceinte qui va accoucher, qu'elle choisit entre 4 maternités et qui n'a pas envie d'avoir une césarienne, sache que l'établissement qu'elle va choisir est l'établissement qui a le moins de taux, le taux de césarienne le plus bas de son territoire. Elle préférera ça plutôt que de savoir si l'hôpital, la maternité est amie des bébés ou si je veux dire, voilà, c'est important de donner l'accès à cette information. Il faut, quand on fait des enquêtes d'opinion auprès des patients, ils vous disent qu'ils ont mal bouffé. Quand vous avez un plateau repas à 5,40 € pour la journée, que vous avez ingéré 1700 calories alors que vous êtes malade, que vous avez un cancer, que vous passez 1 mois à l'ôpital, et pour pas que vous soyez dénutri, on va compenser ça en vous filant des crèmes hypercaloriques qui coûtent un pognon de dingue, pardon pour l'expression, c'est un lapsus. Il faut. Franchement, vous l'avez fait exprès. Non, il est important d'améliorer la nourriture des patients, etc. C'est tout un ensemble de choses. Évaluer la qualité auprès des professionnels, des patients, etc. Voilà. Et puis petite question rapide. Alors, vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, il y a plus efficace que les crèmes nutritives. Il y a les lasagnes à la feta, si j'ai bien compris. Mais Bon, on n'aurait pas dû vous demander de réagir. Non, simplement, placer le patient, c'est aussi permettre à un moment donné que la médecine hospitalière et la médecine de ville se parlent. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est inimaginable que les groupements hospitaliers de territoire aujourd'hui restent hospitalo-centrés. Alors, c'est ma Il est question. indispensable que demain, on arrive à faire en sorte que l'hôpital public discute avec l'hospitalisation privée à but lucratif, à but non lucratif, discute avec le médico-social et discute avec la médecine de ville qui, hors les cas d'urgence, est souvent la médecine qui prescrit l'hospitalisation. Jean-Carl Collier, alors question rapide. C'est Est-ce que vous indispensable. êtes pour ou contre les GHT, groupements hospitaliers de territoire, publics plus privés? Rapidement, oui, non. Et après, Olivier. Non, Véran. plutôt non. Je suis favorable à ce qu'il y ait des passerelles et des discussions ensemble. Vous savez, Non. complexifions pas le système à l'extrême. Je D'accord. suis comme Olivier Véran. Je crois que les GHT, personne n'a très bien compris à quoi ça correspondait, où ça nous menait. En plus, pour pas mal de choses, on est au milieu du guet. Très rapidement. Donc plutôt non. Et plutôt non. donc plutôt non aujourd'hui. Olivier Oui. Véran. GHT, public plus Très privé. rapidement, si le GHT c'est un outil administratif de mutualisation des plateaux techniques ou un système qui fait qu'un directeur dit à des médecins vous allez travailler là-bas, la réponse est de toute façon ça ne marchera pas, la question du public-privé ne se pose pas. Si on a un GHT qui met le projet de soins au cœur de son vrai projet, plutôt que de penser territoire et plateaux techniques et services adjacents, si on pense coopération entre praticiens au sein d'un territoire au service des malades, alors la question du public-privé fait évidemment sens. Oui, oui, mais sur ces GHT qui a quand même été la grande réforme sur laquelle on a parlé, beaucoup dialogué pendant des mois et des mois, où est-ce que l'on en est? Est-ce que vous allez pousser? Est-ce que le gouvernement actuel va quand même pousser et les sortir de la difficulté dans laquelle ils sont? J'étais le premier à dire que le plus gros risque qu'on courait avec les GHT, c'était d'en faire un instrument techno qui ne parlerait pas aux médecins. J'ai fait une réunion comme neurologue en quittant le Parlement, où je me souviens avec mes collègues, où une collègue dit « La direction nous propose d'avoir un temps partagé entre l'hôpital de Voiron et le CHU de Grenoble. C'est bien, il faut qu'on trouve quelqu'un pour le faire. » Et on nous a posé la question « Mais c'est pour faire quoi ce temps partagé ?» Ah ben ils ont besoin d'un temps de neurologue à Voiron, qui est à 25 km de Grenoble. Oui, mais c'est pour faire quoi? C'est pour faire des consultations, parce qu'ils ont des patients qui passent par les urgences. Attendez, on met un neurologue le matin, on en met un 2 jours par semaine. C'est quoi le principe? Voilà, il est là le problème. Le problème, il est que pour faire un GHT entre Grenoble et Voiron, il aurait fallu qu'on organise une réunion Projet médical. préparatoire, une rencontre entre les équipes médicales des deux établissements pour dire de quoi est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en commun. Pascal, en principe, on est- les projets médicaux intègrent quand même. Pascal, on les est arrivé groupements au terme hospitaliers. de notre truc. Deux petites questions quand même. Sur les territoires, l'analyse des besoins, la politique populationnelle, qui doit prendre la main, qui doit l'organiser? Est-ce que c'est l'ARS? Est-ce que c'est les médecins? Est-ce que c'est l'hôpital? Première question, vous répondrez très rapidement. Et deuxième question sur l'industrie pharmaceutique. Il y a le CSIS, Conseil stratégique de l'industrie de santé, qui va se réunir avec le Premier ministre le 10 juillet prochain. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une politique plus attractive ou est-ce qu'il faut continuer comme avant? Alors vous répondez chacun rapidement. Alors très rapidement sur la première question, il faut travailler, je l'ai dit tout à l'heure je crois et je vais me répéter, il faut travailler sur des initiatives locales. Les ARS ont évidemment un rôle à jouer. Qui prend la main? Les élus locaux ont un rôle à jouer, les professionnels ont un rôle à jouer, les organisations ordinales ont un rôle à Qui jouer. organise? Qui coordonne? Eh bien je pense que les ARS peuvent être le bon niveau si elles sortent de leur mission un peu administrative, de contrôle et si elles redeviennent un peu plus stratégiques et opérationnelles. Olivier, Ça alors, c'est sur juste- la première question et sur la deuxième question, Oui. non, il ne faut pas laisser les choses en l'état. D'accord. Olivier Véran, donc sur le... Il fallait faire court. Olivier, sur le... Première question. Sur les territoires. Si tu as oublié ta question, moi aussi. Non, non. Je ne l'aide pas. Je ne Sur l'aide les pas. territoires, qui doit être le moteur sur le territoire? Parce que depuis le temps qu'on dit qu'il fallait faire une politique territoriale, tout le monde est d'accord pour le territoire, c'est le grand Graal, mais qui va faire en sorte que ça... Est-ce que c'est l'ARS? Est-ce que c'est les URPS? Est-ce que c'est l'hôpital? Qui va être Mais le diagnostic, il est, je dirais, le premier diagnostic, le dépistage, il est effectué par les professionnels qui ont besoin d'avoir des données complétées, des données beaucoup plus affirmées que les seules données empiriques de leur pratique. Et donc là, ils se tournent naturellement vers les agences. Et c'est de ce dialogue contractuel que doit naître un accompagnement pour mieux soigner les gens et organiser les parcours. C'est le principe même de l'expérimentation de l'article 51 avec des fiches actions qui ne sont pas faites par la DGOS mais qui sont remplies par les professionnels. Honnêtement, j'ai vu le document, il fait, Philippe, 3 pages avec des carrés à remplir. J'ai jamais vu un truc aussi simple, aussi fonctionnel, fait par l'administration centrale que ça. Il faut le saluer. Quand ça L'industrie pharmaceutique, vous avez dit récemment que ça devait plus être la variable d'ajustement, qu'il fallait un peu libéraliser. Vous maintenez? Et comment on fait? Alors oui, je maintiens. Et comment on fait?
Non, je plaisante. Oui, les travaux du CSIS sont très intéressants, sont importants. Moi, j'ai rencontré les équipes qui ont rédigé les travaux, je rencontre les partenaires, évidemment, côté industriel aussi. Il y a énormément d'attentes. Il y a des sujets majeurs, en mon sens, c'est les modalités, le mode de financement des médicaments innovants. Il y a eu un laboratoire cette année qui a défrayé la chronique. Ça n'a pas fait autant de bruit qu'à l'époque du Sovaldi, mais il y a eu quand même eu des difficultés. Et puis, je vois aussi des industriels qui sont en tension aujourd'hui avec des chiffres d'affaires qui n'évoluent pas beaucoup. Et il peut y avoir des enjeux sur l'emploi aussi. Je vois les difficultés d'accès à certains médicaments dans les officines pharmaceutiques qui montrent bien qu'on a cet enjeu. Moi, je souhaite qu'on ait cette transformation profonde des modalités de financement. Mais une fois qu'on a dit ça, la question est comment est-ce qu'on agit et avec quelle méthode. Encore une fois, je l'ai dit l'année dernière, je souhaite avoir au Parlement un débat sur les modes de financement des médicaments. Tous les rapports ont été écrits, les conclusions ont été largement partagées. Donc j'attends maintenant de la Haute Autorité une feuille de route très concrète pour avancer. L'été va être comment chaud, agité, studieux. Pascal, Olivier conclusion. Véran. Avec les cigales sur un hamac, non, ça va être un été qui a déjà commencé. Hein. L'été a commencé depuis 2 mois pour travailler sur le PLFSS. Donc le discours du président de la République, la date, vous viendrez nous en parler, la date. Le discours du président de la République sur la santé. Vous avez un télépéage quand vous descendez dans le sud, vous? Parce que le télépéage c'est pratique quand il y a beaucoup de bouchons. Alors, studieux, Oui. agité. Studieux, puisque je travaille actuellement à la rédaction d'une proposition de loi d'orientation sur la santé, avec des mesures extrêmement concrètes qui sera déposée avant la fin du mois d'août sur le bureau du Parlement. Très bien, merci. Au nom du parti ou au nom de... Au nom du groupe Les Républicains. On vous applaudit, Olivier Véran et Jean-Carl Grelier. Merci d'être venus à la tribune des contrepoints de la santé. Philippe, d'abord nous allons remercier pour ce premier semestre nos partenaires, nos chers partenaires. Je vais les citer. Point Vision, le groupe Pasteur Mutualité, Carte Blanche, MSD, BVA, Intermutuelle Assistance. Je remercie également et je salue notre ami Renaud, je te salue toi. Moi je te salue Je aussi. remercie Françoise Millet, Philippe au carré à la technique, Julie Beltrami et je vous souhaite de bonnes vacances.